Je veux qu'on me foute la paix. Merci, c'est pas facile à trouver. Vous avez un emploi, monsieur Lebowski? Super, monsieur. Super. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est l'heure. C'est l'heure du... Critique du cinéma. On pense souvent à tort que la France n'est pas vraiment une terre de science-fiction, et même souvent qu'on s'enterre dans des comédies ou des films dramatiques. Pourtant, notre cinéma regorge de films de genre et de films de science-fiction, qui touchent de près ou de loin au monde futuriste approché par la science-fiction et par leur thématique. On peut penser forcément aux plus autorisants, avec par exemple Alphaville de Jean-Luc Godard, au plus récent avec celui qui sort ce mercredi, Le Visiteur du Futur, ou Le Dernier Voyage sorti il y a encore 2 ans de ça. On peut aussi penser aux plus gros blockbusters de Monsieur Luc Besson avec des films comme Valérian ou Le Cinquième Élément, et bien entendu aux plus drôles avec Les Visiteurs. Et puis on peut penser à autre chose. Cette autre chose, c'est le film qu'on va parler aujourd'hui. Et son nom est La Mort en direct, sorti en 1980 de Bertrand Tavernier. One picture's worth 1,000 words. Never been done, has it? This kind of thing. A new process. I'll be the first one ever to use it. Whatever I see, it's on film. Forever. Why did you let them do that to you? This way I'll never forget how pretty you are. You can blink. It doesn't show at 19 frames. Now we pause for a few brief words from our sponsors. Whatever it is, whatever it takes, I want it fixed. There's no cure for your condition. How long? 2 months. Less. C'est l'histoire d'un homme qui a une caméra greffée dans le cerveau et qui filme donc tout ce qu'il regarde. C'est l'histoire d'une femme, Catherine Moten-Howe, qui s'enfuit pour mourir libre. Voulant échapper aux médias, en l'occurrence une émission de télévision, elle ne sait pas qu'elle est aidée dans sa fuite par celui-là même qui la filme. Bon, d'abord on va essayer de définir qui est Bertrand Tavernier. Donc déjà c'est un Lyonnais durant la Seconde Guerre mondiale qui est mort l'année passée. Et il commença sa carrière comme d'abord attaché de presse, un petit peu aussi critique cinéma et surtout assistant réel, notamment sur certains films d'un certain Stanley Kubrick. Ouais, ça monte déjà le niveau un petit peu haut du garçon. Par la suite, il va réaliser lui-même près de 24 films et 5 documentaires. Sa dernière réalisation est d'ailleurs un documentaire que je vous conseille chaudement, sorti en 2016, qui est Voyage à travers le cinéma français, qui est vraiment très intéressant. Vous l'avez compris, on parle d'un monsieur important pour notre cinéma tricolore et qui a eu plusieurs d'ailleurs César, il a eu des prix, alors pas les prix principaux, mais des prix à Cannes, à Venise et à Berlin. Bref, dans le cinéma d'auteur, c'est une sommité, vous ne connaissez peut-être pas son nom et pourtant, il est quelqu'un de très important. Et là, il va s'associer donc à 2 autres sommités. Tout d'abord, Romy Schneider, qui est là dans sa fin de carrière malheureusement, parce qu'elle mourra 2 ans après la sortie de ce film, mais aussi Harvey Keitel qui accepte ce film pour rebondir après s'être fait évincer par rapport à son caractère très compliqué dans le rôle principal de Apocalypse Now. Le film sera aussi un véritable défi pour Tavernier pour 2 choses. Déjà, c'est son premier film complètement en langue anglaise, ce qui est un vrai défi pour un réalisateur français. Après, bon, comme il avait travaillé avec Kubrick, j'imagine que le monsieur doit bien maîtriser la langue de Shakespeare. Et la deuxième chose, c'est que son tout premier film de science-fiction, tout ce qu'il avait fait avant n'était pas du tout lié de près ou de loin à la science-fiction. Et du coup, le mec se jette quand même dans le bain assez violemment. Il faut savoir aussi que là, quand même, il prend quelques bases pour pouvoir s'aider dans ce gros défi qui est là, en utilisant en fait une nouvelle de DJ Compton pour pouvoir l'adapter à l'écran. Et du coup, comment qu'il débute ce film ? C'est simple, il y a une introduction qui me fait penser à 2 films différents qui sont sortis après celui-ci, avec un petit peu cette colorimétrie, ce travail de l'image, cette image très années 80, un léger travelling qui s'envole petit à petit dans le ciel. On s'imagine que c'est avec une grue. Et donc ça me fait penser à un film Les Sorcières d'Eastwick de George Miller et Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson. Et là, on va donc être dans un cimetière qui va donc nous définir la mort, la première chose un petit peu importante dans ce film, qui va être définie par le personnage de Romy Schneider, qui est vraiment le personnage principal de celui. Et puis, paf, nous voilà dans le vif du sujet avec son homologue Harvey Keitel, qui est en train de se faire installer tout simplement un œil artificiel, un œil qui va être une caméra pour qu'il puisse filmer Romy Schneider. Donc on est directement dans une mise en abîme et une espèce de surveillance type Big Brother des personnages. Et outre le fait que la finesse n'est
pas vraiment là, hein. On a quand même droit à une introduction qui nous parle un petit peu du film comme on exposait de 6ème sur le Yeti. C'est quand même pas inintéressant et ça pose vraiment les bases du film. Plus sérieusement, le film est un vrai paradoxe, hein, puisque je trouve vraiment très 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 bien écrit, surtout sur les dialogues. Il y a une vraie joute verbale qui se crée et qui donne beaucoup d'intérêt au film, même peut-être franchement le plus grand intérêt. Et en même temps, il y a des choix visuels comme cette intro où montrer le panneau avec le nom de l'émission vraiment pendant 2 minutes 2 fois, genre wink wink, ça va être important. Ah merde, putain, j'ai fait le clin d'œil en vrai, je suis désolé, c'est pas très radiophonique ça. Hein. Et quand je parle de bien écrit, je prends en exemple tout le sujet autour de la mise en abîme, hein, car la mort en direct est un exemple de mise en abîme puissante qui se passe de discours et n'implique pas le sacrifice de la narration et de l'œuvre, comme totalité, hein, en tout cas. Parmi les multiples formes de la mise en abîme, on en distingue vraiment 2. D'une partie, la mise en scène des conditions matérielles, hein, avec cette caméra dans l'œil, hein, la possibilité donc de l'introduction, en fait, de la production d'images directement sur le physique du personnage, hein, leur montage en direct et leur projection. Et d'autre part, la mise en scène des effets psychiques et psychosociaux de cette production et diffusion. Des effets que la représentation du réel par l'image cinématographique produit sur ceux qui sont derrière la caméra. Devant la caméra et devant l'écran. On a pu voir ce genre de choses dans des exemples comme dans Blow Up ou Conversation secrète, hein, et pour la deuxième catégorie, un peu plus dans Fenêtre sur cour ou Inland Empire, en tout cas pour une partie de la seconde. La mort en direct relève des 2 catégories. L'œil caméra offre des images dont la matière différente permet des contrastes et des mises en perspective, hein, mais qui auraient peut-être pu être plus développé, hein, pour la réalité pour développer un petit peu. Et la jouissance de filmer est expressément mise en rapport avec le fait quasi miraculeux de l'enregistrement. Tandis que la collusion entre l'image, la mort et l'amour est l'occasion de développer avec une intelligence rare les enjeux moraux liés au régime de l'image cinématographique. Et à côté de ça, on a droit à Jean-Marc Finesse qui nous fait jouer les acteurs en surjeu. Et oui, ça me fait mal de le dire, mais Kettel et Schneider aussi, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, 90% du temps, ils sont très très bons, mais il y a 10% où c'est pas, ça pète, hein, voilà. Sauf Harvey Dean Stanton qui est lui tout le temps incroyable. Par contre, on a des seconds rôles, c'est dur, hein, c'est dur. En termes de création visuelle, je reste un peu circonspect, hein. Tout d'abord, on a droit à presque de l'anachronisme, avec un monde futuriste, hein, vraiment plongé dans les années 80. C'est comme si je vous disais, imaginez un petit peu, les Bee Gees y reviennent et les Bee Gees sont en 2150. Visuellement, ça donne un aspect vraiment daté et ça donne quelque chose de un peu étrange. Par contre, en termes réels de réalisation, c'est soigné et on sent l'envie de filmer une réalité. On suit les personnages sans jamais en savoir plus et on découvre tout en même temps qu'eux, avec une vraie confrontation entre le créateur de l'émission et la personne mourante. On pourrait même y voir du De Palma, mais en moins bien, avec beaucoup de mouvements pour créer un cadre joli. Malheureusement, celui-ci est souvent beaucoup moins signifiant que son compère américain, et la réalisation lancinante, qui reste la plupart du temps calme, mais qui donne droit à des plans de séquence très jolis et des plans fixes très signifiants, nous donne malheureusement trop peu à manger pour que ça soit vraiment intéressant. Ce n'est pas nul, ce n'est pas incroyable, on est sur quelque chose d'un petit peu mitigé pour cela. Et pour faire le relou, franchement, par contre, les musiques, les gars, c'est pas possible. On aurait dit le Cirque Pinder, et le Cirque Pinder, c'est à Montauban, c'est pas à Glasgow, là où a été tourné le film. Malgré mon avis un peu mitigé par rapport à ce film, je vais essayer de te donner 3 raisons de découvrir l'œuvre. La première, c'est que le film soulève beaucoup de questions sur le divertissement et même vraiment sur notre lien par rapport à celui-ci. Et il est plutôt avant-gardiste sur ces sujets-là. Déjà, il nous parle de télé-réalité une dizaine d'années avant la création de celle-ci. Et il nous montre aussi vraiment comment on peut être contrôlé dans nos loisirs par les machines, hein, avec la création des livres ou ce type de choses-là. Un sujet qui est plutôt d'actualité quand on peut voir les algorithmes autour des différentes plateformes de SVOD. La création qui n'est qu'un éternel recommencement qui pourrait devenir créé par un ordinateur sans plus aucune création humaine. Et quand on voit le succès de l'IA Midjourney, hein, qui fait des choses que moi je trouve vraiment magnifiques, les questions se posent vraiment. Mais ça a été fait 42 ans avant notre ère, donc c'est assez impressionnant. Ça nous parle surtout aussi d'une chose, c'est quelle place donner aux technologies dans notre monde et surtout dans le monde de la culture, mais aussi sur la mort elle-même. L'idée d'avoir vaincu la mort traditionnelle et douloureuse pour les personnes jeunes, en gros d'avoir vaincu la maladie, de n'avoir plus que des morts entre guillemets naturelles, on ne sent plus vraiment quelle est la réalité de la vie et on sent un manque de vie réel autour de nous. Et on nous en parle plusieurs fois dans le film, même en évoquant par exemple les crimes passionnels et en disant que même dans ces atrocités
humanité-là, il y avait plus d'humanité que dans l'humanité qu'ils sont en train de vivre. La deuxième chose, c'est le personnage de Roddy, joué par Harvey Keitel, qui devient la personnification d'un spectateur, et en ça devient le personnage le plus intéressant du film, car c'est lui qui donne les prémices de ce que deviendra le téléspectateur, quelqu'un qui veut toujours aller plus loin dans son appartenance des gens, et ça se voit extrêmement bien actuellement. Vous avez des émissions que vous allez regarder, les ch'tis à Ibiza, les machins, les trucs comme ça, et derrière vous allez suivre les gens sur Instagram et vous voulez tout savoir de leur vie tout le temps. Et que ce soit aussi avec les magazines Gossip qui avaient fait ça avant avec les stars, et comme je vous dis, les émissions de télé-réalité, et même dans la production, même cinématographique, avec tous ces suites, sequels, reboots, remakes, avec toujours les spectateurs qui va être au centre de la création des choses, comme s'ils devaient voir les gens et voir tout ce qui se passe tout le temps. On est dans quelque chose où on est tellement stimulé, et où on veut tellement connaître les gens personnellement qu'on ne s'en rend même plus compte. Et d'ailleurs, YouTube est là peut-être la quintessence de ça, où on a l'impression que c'était un ami en face de nous alors que la personne, nous ne l'avons jamais vu. Dans tout ça, on voit vraiment un truc de faussaire aussi autour du personnage de Roddy, qui, par la manipulation, le mensonge et les choses à l'insu des personnes mêmes, arrive à créer des images. Et c'est un petit peu tout ce qui se passe sur Internet. Le personnage de Roddy développe tout ça avec une naïveté et une envie profonde de voler les derniers instants de vie du personnage interprété par Romy Schneider. Et pour la troisième et dernière raison de pourquoi tu dois voir ce film, on parle d'un vrai film d'anticipation de science-fiction comme la France en a fait peu, avec un casting qui est assez dingue et de vrais moyens. Alors oui, on est sur quelque chose de pas grandiloquent, c'est très loin d'un Valérian ou d'un Cinquième élément, on est plus proche de quelque chose de très verbeux, où c'est plus de la réflexion autour de ce que peuvent nous amener les différentes technologies, et donc c'est un peu plus intellectualisant entre guillemets, mais c'est une vraie proposition et elle a beaucoup de choses intéressantes. Bon, tu l'as compris, La mort en direct, c'est pas un grand film de notre patrimoine. Pourtant, il y a plein de petites choses visionnaires, belles et novatrices à l'intérieur. Et ceci suffit simplement à corriger le tir, c'est-à-dire que les petits défauts vont être corrigés par cette chose assez intéressante. Tout amateur de science-fiction peut se lancer dans cette œuvre sans trop de risques. Et pour les plus littéraires, c'est tiré d'un livre, donc n'hésitez pas à aller le lire, je pense qu'il doit être très intéressant. Nous, on se dit à vendredi pour voir sur grand écran les aventures du visiteur du futur, et d'ici là, matez des films. Pas trop fait engueuler, on dirait. Figurez-vous qu'on a un destin. C'est la fin du cinéma. Mais je crois que le cinéma existera toujours.